Étienne, merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir, Pierre. Dans ton superbe restaurant, le Louche Ebem, qui est bien connu et des Parisiens et bien entendu des habitants des Halles. Et surtout de toi, puisque tu viens très souvent. Moi, je viens le plus souvent possible. Le plus souvent possible, en tout cas. Oui. Mais comme j'essaye de garder ma ligne, aucune espèce de problème, c'est de la viande. Il ne faut pas manger de pain, pas manger de sauce. C'est tout. C'est tout. Ça ne fait pas grossir la viande. Alors on sait que tu es un très important acteur ici au Halles parce que tu es aussi responsable d'une association qui s'appelle... Alors je chapeaute deux associations, Oui. Une qui s'appelle la Commune Libre des Halles, Oui. et évidemment nous sommes collaborateurs, et le Carré des Halles, qui est plus circonscrit à la rue de Rivoli, rue Berger, rue du Pont-Neuf et rue du Louvre. Alors nous on aime bien l'histoire. Oui. Dans notre association, dans le patrimoine, la culture des Halles. C'est exact. Mais je suis tes actions d'ailleurs sur la fontaine des Innocents, Voilà. donc c'est bien, bravo. Et donc on a déjà enregistré Madame Thomas par exemple, Elisabeth Bourguina, Ben Solms, qui ont tous une histoire au Halles. Alors évidemment, la boucherie au Halles, c'est central. C'est presque obligatoire. C'est obligatoire. C'est le fondement même des Halles, puisque les bouchers ont à l'époque fait construire, participer à la construction de Saint-Eustache. Et là, je parle financièrement. Donc, oui, on est là depuis. Donc c'est important. Au XIIe siècle. Absolument. Alors, évidemment, moi je me suis un petit peu informé sur la corporation des bouchers, Oui. Dont on apprend plein de choses quand on regarde l'histoire. Oui. Elle est très puissante depuis le Moyen-Âge. C'est une corporation. Tu vois, ça confirme ça pour l'église Saint-Eustache. Voilà. Et toi, tu es rentré dans ce métier à travers ta famille. Comment ça s'est passé? Alors moi, je suis rentré dans ce métier parce que je suis issu d'une famille je suis la 6e génération de boucher. Oui. Et je suis en fait le seul qui vend de la viande cuite de tous mes prédécesseurs. Oui. Alors j'ai évidemment appris à couper de la viande. Oui. Objectivement, je ne le fais pas aussi rapidement qu'un boucher professionnel, mais je sais le faire. Donc tu viens d'une 6e génération de boucher. Oui. Donc tu connais cette histoire depuis longtemps, oui. De la boucherie depuis très longtemps. Le dernier était mon père, rue du Louvre, avec les boucheries de Paris. Ouais. Et une travée évidemment dans les halles Baltard. Quand il y avait les halles de Baltard, donc vous aviez une travée, on appelait ça une travée. Voilà. Oui. Toi, tu te souviens de ça quand tu étais... Alors moi je m'en souviens, papa a vendu son affaire lorsque j'avais 9 ans. Ouais. Donc j'ai quelques souvenirs que j'ai moi personnellement et aussi énormément des souvenirs qui se sont construits avec tout l'entourage familial et professionnel et de copains et d'amis, parce que traditionnellement les gars se retrouvaient dans un bistrot tel que chez Clovis à l'époque ou ici pour boire ce qu'on appelait une demi-roteuse, ce qui était une demi-champagne pour taper dans la main et signer le contrat. Donc oui, j'ai plein de souvenirs. Et puis les photos et tout ça, ça m'a nourri. T'as connu les halles de Baltard? Bien sûr. Bien sûr. Donc il y avait une travée, ça veut dire... Une travée, c'était... alors tu le traduis maintenant de manière moderne en disant un stand, mais c'était une espèce d'emplacement. Et une travée entière, ça veut dire une certaine longueur de viande, donc plutôt un gros stand. Parce que papa faisait du gros et demi-gros, principalement. Donc vous aviez des boucheries, enfin au moins une, peut-être plusieurs. Plusieurs, oui. Boucheries, donc Mon père servait De Gaulle, par exemple, avec la boucherie de la Présidence qui était rue de Colisée, rue de Montalivet. Et De Gaulle, tu l'as pas connu? Non. Directement? Non. Non. Mais j'ai encore un document de lui. Donc on sait qu'ici on est dans les livres de la boucherie de toute façon. Oui. Ça s'est passé ici. Oui. Quand on prend les livres d'histoire, on voit que ça démarre au Châtelet. Absolument. On voit que ça se passe vraiment dans ce quartier depuis quasiment 1000 ans. Quoi. Depuis toujours, oui. C'est incroyable. Oui. Donc vous aviez des boucheries. Oui. Et puis après, vous avez ouvert des restaurants. Après, tout simplement, l'idée du restaurant est venue parce que le boucher a besoin de vendre toute la partie de la bête, évidemment. Malheureusement, en ce moment-là, enfin depuis toujours, la clientèle préfère la côte de bœuf, l'entrecôte. Et il fallait trouver un moyen pour un boucher de vendre ce qu'on pourrait appeler maintenant les bas morceaux, donc le pot-au-feu, la macreuse, etc. Et qui étaient avant des plats de bistrot. Et en revanche, pour essayer de rehausser un petit peu ce caractère, il y a
il existe plein de morceaux qui sont très très bons, méconnus par la clientèle, un peu moins maintenant, puisque évidemment on a une certaine partie comme toi qui sont amateurs de viande, mais tous des morceaux comme la bavette de flancher, la bavette de tranche, le merlan de tranche, ce sont des morceaux que vous normalement vous ne connaissiez pas à l'époque. Et ce restaurant a permis de vendre et populariser entre guillemets l'onglet. Tout le monde connaît un onglet maintenant. Bien sûr, mais il y a 20 ans, il n'y a aucun restaurant de Paris qui vendait de l'onglet. Et là, vous avez ouvert quand ce restaurant? Parce que pour moi, il a toujours existé. Oui. Alors, c'est 1878. 1878. Oui. Ta famille déjà? Ma famille déjà. Alors, pour être tout à fait précis, ma partie de ma belle famille. Oui. Ma belle famille. Parce qu'en fait, mon père était ami et concurrent du grand-père de ma femme. D'accord. Et donc, comme dans les grands royaumes, vous avez arrangé ça avec un mariage? Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça au Moyen-Âge, mais ça s'est pas déroulé de cette façon. Pour éviter de se faire la guerre, on se marie. Exactement. Non, mais on s'est rencontrés de manière complètement fortuite. Ah oui, bien sûr. Moi, invité en tant que fils de mon père, et elle, la sœur de la mariée. Donc, moi, j'étais invité au mariage, tout simplement. Et là, voilà. Et on s'est rencontrés à un mariage. Magnifique. Oui. Donc toi, tu as toujours travaillé ici? Non, parce que mon père était boucher, j'ai travaillé à la boucherie, mais ma mère était dans le corps médical. Et donc je suis fils unique et elle a voulu absolument que je fasse des études. Donc j'ai fait des études et un jour j'ai eu l'âge de dire j'ai fait du droit et de l'anglais et en fait j'ai eu enfin pu dire à ma mère non. Je lui ai dit maman, c'est pas ça qu'il me faut, je ne veux pas faire ça, et je suis revenu à mes premiers amours. La boucherie, mais comme mon père était âgé et avait vendu la boucherie, moi j'ai pas continué, j'ai pas perduré, mais je suis revenu quand même à un métier proche de la viande. Et comme mon épouse était, par le biais de son père, propriétaire de ce restaurant, hop, voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait assez facilement. Bon, t'as pas fait des études de médecine, parce que médecine bouche. Non, j'ai fait droit et anglais. Non, droit et anglais. Non, mais dans l'esprit, c'était fais des études, etc. Fais pas le même métier que ton père. Comme tous les enfants. Oui. Non, et puis surtout, fais pas le même métier que ton père. Je veux pas que tu rentres trop tard le soir. Il faut pas trop boire. Enfin, c'est dur que là, côté corps médical, c'est ça, surtout. Ouais. Mais on se lève très tôt dans la boucherie aussi. Oui. Et nous, à l'inverse, on se lève très tard. Ouais. Enfin, non, assez tôt et on se couche très tard. Ouais, c'est ça. À l'époque, est-ce qu'il y avait des abattoirs ici, non? Non, les abattoirs étaient à la Villette. C'était à la Villette? Oui, les fameux abattoirs de la Villette? Absolument, avec les échauddoirs, etc. Voilà, alors, où il y a eu des concerts ensuite après dans ces abattoirs. De tout temps, une ville s'est construite de manière, enfin je vais rien t'apprendre, mais de manière géographique et aussi météorologique. Et généralement, le vent vient de l'ouest. Ah oui. Et donc dégage les mauvaises odeurs vers l'est. Oui. Et donc les échauddoirs, les abattoirs, les tripiers, toutes les usines un petit peu difficiles, avec des odeurs, étaient plutôt derrière le vent. Ah, donc plutôt vers l'est. Ouais, la Villette est plus. Donc évidemment jamais dans le centre de Paris. Ah oui. Le centre de Paris, les Halles, était un énorme marché. Donc c'était marché, moi j'avais lu, mais c'était vraiment peut-être au début, quand il y avait les bouchers à Châtelet, qu'il y avait quand même encore des abattoirs ou des évidoires le long de la Seine. Enfin, ça devait être vraiment au début, non? Ça n'a pas dû durer longtemps. Non, et puis là, c'était même pas Paris. Enfin, le Paris n'était pas encore. C'était l'île de Cité, certainement, mais c'est tout. Non, c'est tout. Donc ça s'explique aussi tout bêtement avec la construction des halles Baltard. Tu avais la boucherie vers la bourse du commerce, donc vers l'ouest, et malheureusement pour nos amis poissonniers, le poisson vers l'est. Ah oui. C'est de la même façon, c'est construit de cette façon. Est-ce que tu as vu les halles de Baltard être détruites, donc et déménagées? Tu te souviens de tout ça? Manifestations, etc. Mais malheureusement, on n'a rien pu changer. Je sais, il y a eu beaucoup d'associations qui sont mobilisées, c'était très connu dans les années 70, bien sûr. Oui. Et puis bon, on n'a rien pu faire. Bon, c'est un projet d'État quasiment. Projet d'État de mettre les RER, etc. Absolument, oui. Depuis que tu es ici, est-ce que tu as vu un changement au Halles? Donc ça fait peut-être une trentaine d'années que... moi je suis riverain, je suis propriétaire du restaurant maintenant depuis 23 ans, 24 ans. Et j'habite le quartier vraiment depuis un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans. Tu as vu un changement significatif du quartier depuis 30 ans?
Alors, j'ai vu un changement dans la perception du quartier. Ouais. Enfin, on en considère un petit peu moins comme un quartier qui, entre guillemets, craint ou a des problèmes d'insécurité. Ouais. Parce qu'en étant riverain, finalement, c'est pas si dangereux que ça. Bien sûr. Donc, en termes de perception, c'est en train de changer depuis quelques années. Ouais. Donc, oui, ça a changé depuis 30 ans. Ouais. Après, il y a eu énormément d'efforts d'aménagement urbain. Bien sûr. Et puis le quartier, ne serait-ce que l'immobilier, a fait que ça a malheureusement évidé certaines catégories sociales. Ouais. Je ne sais pas ce que tu voudrais ajouter éventuellement à cet entretien. À part le fait que tu bosses beaucoup et je trouve ça très très bien. Et non, pas nécessairement. Je pense qu'il faut qu'on continue de se battre en essayant d'avoir des résultats. Tu vois, malheureusement, déjà les Albaltars sont partis, donc eux n'ont pas réussi à avoir des résultats. J'espère que nous, on en aura sur d'autres sujets qu'on connaît bien tous les deux, la sécurité, l'environnement, la propreté. Ça, c'est un duel, la rue de Rivoli. Je te remercie. Avec grand plaisir. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.